Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, installez-vous, on en a pour 10 minutes, Kim Jong-un, des affaires au gouvernement, un mouvement étudiant ou encore une note positive, plein de sujets intéressants au programme. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence aux États-Unis, on va parler des procédures qui sont en cours actuellement pour tenter d'éjecter Donald Trump du pouvoir. Alors tout ça peut paraître assez complexe, donc je vais vous expliquer tout ça maintenant. Alors les démocrates, donc le camp de Joe Biden, mais aussi certains républicains, souhaitent éjecter du pouvoir Donald Trump. Pourquoi? Eh bien parce que Donald Trump est accusé d'avoir attaqué la démocratie en n'acceptant pas les résultats de l'élection présidentielle, puis selon eux en entraînant les événements historiques qui se sont déroulés au Capitole la semaine dernière. Pour les démocrates, l'objectif est donc de faire en sorte qu'il soit reconnu coupable par la justice et qu'il ne puisse pas se présenter à la prochaine présidentielle s'il est effectivement condamné. Alors une première procédure pour l'éjecter du pouvoir avait été lancée par la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale mais aux États-Unis, et qui est donc aujourd'hui à majorité démocrate. Cette procédure consistait à demander au vice-président américain, donc Mike Pence, d'utiliser le 25e amendement de la Constitution qui permet de déclarer Donald Trump inapte à diriger le pays. Le truc c'est qu'aujourd'hui Mike Pence a refusé en expliquant que le 25e amendement devait surtout être utilisé par exemple si le président était gravement malade et que donc il devait être remplacé. Du coup une seconde procédure a été engagée et elle consiste à faire condamner le président des États-Unis lors d'un procès devant le Sénat américain. C'est ce que l'on appelle tout simplement la procédure d'impeachment. Alors comment ça marche? Eh bien faut d'abord un vote de la Chambre des représentants, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais après ça faut un vote du Sénat et là en l'occurrence ça se complique. D'abord ça se complique parce que le Sénat est encore composé majoritairement aujourd'hui de républicains et il faut au Sénat 2/3 des votes pour passer à l'étape suivante de cette procédure et donc au procès. Par ailleurs, le Sénat ne se réunit pas avant le 19 janvier, c'est donc un jour avant l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Autrement dit, Donald Trump ne sera pas destitué et éjecté du pouvoir avant la fin de ses 4 ans à la Maison Blanche. Alors pour autant, tout cela n'est pas fini puisque les démocrates pourraient tenter de faire en sorte de condamner Donald Trump et ce, y compris après le 20 janvier, une fois qu'il a quitté la Maison Blanche. En effet, le 20 janvier, suite aux dernières élections, le Sénat deviendra à majorité démocrate, ce qui rend plus simple un vote, et si c'est le cas et que donc 2/3 du Sénat votent pour avancer la procédure d'impeachment, et bien à ce moment-là débutera le procès de Donald Trump. Si lors de ce procès il est reconnu coupable d'attaque à la démocratie, le Sénat peut tout à fait voter avec au moins 50% des voix cette fois-ci pour faire en sorte qu'il soit interdit de se présenter aux prochaines élections présidentielles. C'est donc là l'objectif des démocrates mais aussi d'un certain nombre de républicains, empêcher Donald Trump de se représenter et par ailleurs lui retirer son salaire d'ex-président, etc. Mais ça, à la limite, c'est des détails. Bref, c'est donc une procédure complexe, mais les prochains jours et les débats qui vont avec vont être passionnants. Pour rappel, dans tous les cas, je suivrai en direct sur Twitch avec vous mercredi l'arrivée au pouvoir de Joe Biden et les manifestations qui devraient se dérouler en même temps des pro-Trump qui manifestent contre l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Ça se passera donc mercredi après-midi en direct sur ma chaîne Twitch, le lien est directement en description. Enfin, au passage, je voulais juste vous partager ces images assez impressionnantes qui ont été partagées par ce reporter sur Twitter, des photos qui ont été prises au sein du Capitole qui est barricadé et rempli de militaires veillant à la protection du lieu et se reposant comme vous le voyez actuellement dans les couloirs de ce lieu historique. Allez, avant de parler de la Corée du Nord et de Kim Jong-un dans quelques instants, on va parler désormais d'un sujet en France, peut-être pas le sujet le plus glamour mais il faut quand même en parler parce que c'est important. On va parler de 2 enquêtes qui ont été ouvertes et qui visent 2 ministres du gouvernement actuel. Première personne accusée, il s'agit du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Il est le premier ministre concerné et il est accusé par l'organisation anticorruption Anticor et 3 syndicats de magistrats de conflit d'intérêts. Alors je vous passe les détails aujourd'hui, on pourra pourquoi pas en reparler plus en détail dans les jours à venir, mais en gros ces factures de téléphone ont été examinées dans le cadre de l'affaire des écoutes, une affaire qui vise surtout Nicolas Sarkozy. Le deuxième ministre qui est visé par une enquête, on l'a appris aujourd'hui, c'est le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Il est accusé de son côté de prise illégale d'intérêt. Alors de son côté, l'affaire est un peu plus simple à expliquer en quelques mots, donc je vais le faire. En fait, il était administrateur d'une entreprise, la SAPN, entre 2016 et 2017, et en même temps, il était président d'un conseil départemental, le conseil départemental de l'Eure. Or, en gros, il est soupçonné d'avoir utilisé son poste de président du conseil départemental pour confier la gestion des autoroutes de la région à la SAPN, une entreprise donc, je viens de le dire,
dont il était administrateur en même temps. Pour l'instant, au moment où on tourne cette vidéo, le gouvernement n'a pas réagi sur ces deux enquêtes, mais ces deux affaires s'ajoutent donc aux trois qui visent d'autres membres du gouvernement. Il y a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est accusé de viol, le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt, qui est soupçonné de corruption, et enfin Alain Griset, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, qui est visé par deux enquêtes pour abus de confiance. Et évidemment, il y a plein de degrés d'implication différents, plein de détails et d'éléments différents selon les enquêtes et selon les affaires. Mais du coup, si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description, de façon à comprendre concrètement de quoi il s'agit et de quoi est accusée ou non chacune des personnes. Allez, désormais, on va donc parler de la Corée du Nord et de son leader Kim Jong-un qui font monter la pression sur les États-Unis. En fait, en Corée du Nord, depuis plusieurs jours, se tenait un congrès, donc une grande réunion du Parti du Travail, le parti au pouvoir et le seul parti du pays en fait, et Kim Jong-un en a en fait profité pour faire plusieurs annonces assez importantes. Déjà, il a annoncé que les États-Unis étaient, je cite, le plus grand ennemi de la Corée du Nord, et ce d'ailleurs peu importe la personne qui est au pouvoir. Autrement dit, ça devrait être a priori la même chose pour la Corée du Nord avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Donald Trump avait été le premier chef d'État américain à rencontrer Kim Jong-un afin de le convaincre d'abandonner le développement de l'arme nucléaire. C'était des discussions et des échanges assez historiques, on l'avait suivi d'ailleurs à l'époque sur la chaîne, mais les discussions en l'occurrence avaient finalement été un échec. Depuis, la Corée du Nord a repris sa militarisation et c'est d'ailleurs l'une des annonces qu'a faite Kim Jong-un ces derniers jours. La Corée du Nord va tout simplement renforcer son arsenal et son armement nucléaire. Il a d'ailleurs dévoilé les plans de construction d'un sous-marin nucléaire, autrement dit donc logiquement une arme plutôt puissante qui renforcerait donc encore plus la puissance militaire de la Corée du Nord si cette construction devenait réalité. Bref, d'après les estimations des militaires américains, la Corée du Nord pourrait avoir entre ses mains une centaine d'armes nucléaires et la possibilité de toucher n'importe quel pays au monde. C'est donc une force de frappe assez importante, même si tout cela reste à relativiser, puisqu'il y a aussi un manque de transparence et de clarté dans ce qui est réellement effectif aujourd'hui, et donc il y a une part de flou sur ce que la Corée du Nord a réellement ou non aujourd'hui. Allez, comme chaque jour, voici des actualités en bref, en moins d'1 minute, et on commence avec cette première info en France. Le conseil scientifique qui guide donc le gouvernement a conseillé de laisser les écoles ouvertes, mais en parallèle, il souhaite renforcer la surveillance du variant anglais, donc ce variant du coronavirus qui semble être plus contagieux, et le conseil souhaite donc fermer les écoles qui ont des cas de ce variant britannique de détecter. Alors demain, a priori à 18 h, le Premier ministre Jean Castex devrait prendre la parole pour annoncer de nouvelles mesures. Est-ce que ça va être un couvre-feu à 18 h partout, un confinement total, un confinement seulement le week-end ou alors tout autre chose? Évidemment, on verra ce qu'il en est. On va suivre ça en direct du coup sur ma chaîne Twitch avec une diffusion en direct du discours qu'on va ensuite commenter, et je vais essayer de répondre aussi à un maximum de vos questions en direct. Et puis au-delà de ça, si vous pouvez pas suivre ça en direct sur ma chaîne Twitch, eh bien il y aura évidemment le résumé comme d'habitude directement sur ma chaîne YouTube dans ces vidéos d'actualité. Autre info sur les réseaux sociaux, des étudiants ont lancé un hashtag, le hashtag étudiant fantôme, notamment sur Twitter, pour dénoncer le manque d'attention du gouvernement envers les étudiants, et ce alors que beaucoup d'entre eux sont dans une situation de décrochage scolaire et ou de détresse psychologique. Certains députés commencent à réagir, comme la députée de gauche Karine Lebon qui a demandé hier au gouvernement d'agir pour la santé mentale et la précarité des étudiants. Bref, c'est un sujet très important, on en parle quasiment tous les jours en ce moment sur la chaîne, mais on fera un point plus détaillé et complet dans les jours à venir dans un de ces résumés d'actu. Enfin, dernière info, et cette fois-ci ça fait plaisir, c'est une note positive, l'hôtel de ville de Paris a décidé d'ouvrir les portes de sa cantine pour servir des repas aux personnes précaires ou encore aux sans-abri. Concrètement, chaque soir, entre 18 h et 20 h, les assos, la Chorba et Ernest s'occupent donc d'apporter des repas à ces personnes au sein de la cantine. Ça a débuté en décembre et ça devrait durer au moins jusqu'à mars 2021. C'est donc une belle initiative en plein hiver et surtout vu la situation actuelle. Il n'y avait pas de débat hier, mais le débat du jour c'est le suivant. Les démocrates ont-ils raison de lancer une procédure de destitution contre Donald Trump? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité. Rendez-vous demain du coup sur Twitch pour suivre en direct les annonces de Jean Castex. A priori il prendra la parole à 18 h, donc je devrais commencer live un peu plus tôt et puis répondre à toutes vos questions. Dans tous les cas, je débrieferai aussi en vidéo sur YouTube. Donc voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.